Madame, Messieurs, bonsoir. Que pensez-vous du Conseil de paix de Trump? Est-ce un nouvel ordre mondial? Un nouvel ordre mondial qui va dynamiter l'ONU, qui aura que le travail? Parce que Trump a appelé les États qu'il a choisis à intégrer ces conseils de paix avec 1 milliard de dollars américains. Est-ce que l'Europe pourrait intégrer facilement la Russie, la Chine, ainsi que d'autres pays? Que va devenir l'Organisation des Nations Unies? Nous allons en parler dans cette émission. On va revenir sur la crise sécuritaire en RDC, entre la RDC et le Rwanda. Est-ce que les États-Unis ne seraient-ils pas en train de s'affaiblir vis-à-vis du Rwanda? Parce que les États-Unis sont les garants de l'accord de paix signé le 27 juin 2025 et entériné le 4 décembre 2025 entre la RDC et le Rwanda. Est-ce que les États-Unis ne donnent pas un mauvais exemple au Rwanda en capturant le président vénézuélien Nicolas Maduro, en menaçant de prendre le Groenland? Est-ce que le Rwanda ne pourrait pas dire aux États-Unis que parce que vous l'avez fait, moi également, j'occupe la RDC et je vais annexer les territoires congolais au Rwanda? Nous allons tenter de répondre à cette question. Je vous assure, tenez, bon, nous recevons pour vous le professeur Dr Silas Mimile Makangu. Bonsoir. Bonsoir Ambroise. Docteur Silas, vous n'êtes plus à présenter. Vous êtes professeur à l'Université pédagogique nationale, professeur des relations internationales. Vous êtes expert des questions liées à la géopolitique et la géostratégie. Vous êtes écrivain. En effet. Vous êtes pasteur. Bon, votre présentation est même inachevée. Hein, si vous pouvez la compléter. On peut s'arrêter là. Parce que c'est long, c'est costaud. Allez. Ouais. Je pense que vous allez bien. Très bien. Dieu nous fait grâce, nous allons très bien. Alors, je suis heureux de vous recevoir sur cette question liée au Conseil de paix de Trump, si c'est un nouvel ordre mondial. Heureux de vous recevoir parce que vous êtes également pasteur. En effet. Parce que quand on parle d'un nouvel ordre mondial, évidemment, on se réfère également à la Bible. À la Bible. Peut-être qu'on pourrait parler de ça. Alors, lorsque vous suivez les événements, le Conseil de paix de Trump, que Trump a créé, comment le trouvez-vous? Bon, je dirais plutôt le conseil de paix que Trump est en train de créer. De peur que ce projet reste encore inachevé, comme beaucoup d'autres projets initiés par le président Donald Trump. Ou encore l'obligation de faire un repli, comme on le voit avec son ambition par rapport au Groenland. Le 22 janvier, il a fait signer une dizaine d'États, la charte de ce conseil de paix. Il a lancé au départ 60 invitations aux différents États, les invitant à vous devoir adhérer dans ces conseils, parce que dans sa conception, ce conseil de paix devait remplacer l'Organisation des Nations Unies, compte tenu de la lenteur, de la faiblesse qu'on a acquise à celle-ci. Donc il était important pour lui de créer à l'ONU une alternative. Il estime que l'ONU est faible. Et il n'est pas les premiers à le penser, ça il faut le dire. Beaucoup d'autres chefs d'État africains, même nous-mêmes, Congolais, nous avons pensé à un moment donné que l'ONU est trop bureaucratique. L'ONU n'a pas les moyens de pouvoir exercer le rôle qu'on attend de lui. Évidemment, c'est déjà du point de vue organisationnel, parce que cette méga structure ne dispose pas d'une police capable de poursuivre, de veiller à ce que les résolutions qui sont votées en son sein soient appliquées à la lettre. Ça, c'est déjà une faiblesse congénitale. Rappelez-vous que le général Charles de Gaulle traitait l'ONU, qualifiait l'ONU de manchin. Voyez-vous, il n'a jamais fait confiance à l'ONU. Mais on ne devrait pas aussi... Est-ce que ce n'est pas parce qu'elle est prisonnière des grandes puissances, dont les États-Unis par exemple? C'est là où je parle d'une faiblesse structurelle, congénitale, parce que cette ONU, dans son fonctionnement, cette méga structure planétaire, dans son fonctionnement, dispose d'une assemblée générale où les États se réunissent, peuvent faire valoir leurs desiderata, procéder au vote, mais il y a aussi une structure qui, elle, décide sur la conduite
des États qui discutent, qui décident sur la paix, qui veille à la stabilité ainsi qu'à la sécurité mondiale, c'est le Conseil de sécurité, qui en son sein a 5 membres permanents et 8 autres membres, 6 autres membres non permanents. Voilà. Ce qui fait que ces 5 membres permanents se partagent le gros du gâteau. Avec un droit de veto. Avec bien sûr un droit de veto. Mais sur base de quoi ces États sont-ils membres de ce Conseil de sécurité? Ils le sont parce qu'ils pèsent dans l'échiquier mondial. Ce sont tous des États disposant de la puissance nucléaire. Évidemment, ils ne sont pas les seuls à disposer de l'arme nucléaire aujourd'hui, à l'ère actuelle, mais néanmoins, tous ces 5 membres disposent d'une arme nucléaire. Ce qui suppose que le Conseil de sécurité ne fait que respecter la règle naturelle dans la vie, dans la géopolitique mondiale, qui voudrait assez que les forts imposent leur volonté aux faibles. Nonobstant cela, on reconnaît quand même que cette ONU est prise en otage, comme vous l'avez tantôt dit, par ces différentes puissances qui ne parviennent pas toujours à se mettre d'accord. Quand il s'agit de réguler la sécurité ou la paix au niveau du Proche-Orient ou même du Moyen-Orient, on sent les États-Unis prendre la part de l'État d'Israël. Parce que le plus grand nombre de veto que les États-Unis ont eu à brandir dans le Conseil de sécurité, malheureusement, plus de 40%, c'était en faveur de l'État d'Israël. Donc cette difficulté au niveau de la fonctionnalité a fait estimer plusieurs acteurs que l'ONU avait un problème structurel. L'on pense à une réforme. Et d'ailleurs, le grand chantre de cette réforme-là, le grand chantre de la réforme du système des Nations Unies, c'était plutôt M. Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, qui lui, dans sa mandature, a beaucoup plus plaidé pour une réforme. Par exemple, l'élargissement du Conseil de sécurité. Pourquoi ne pas intégrer d'autres membres? Alors, Donald Trump arrive. Déjà dans son premier mandat. Parce que ce qu'il fait aujourd'hui ne sont pas des nouveautés, ne sont pas des innovations. Évidemment, quand vous écoutez ces différents discours qu'il a tenus lors de son premier mandat, il révélait déjà l'ambition de pouvoir mener des réformes sur pas un remplacement. Alors que beaucoup d'autres États, beaucoup d'autres acteurs parlent de réformes, mais lui parle maintenant d'une alternative. C'est ainsi qu'il va procéder à la création de ce qu'il va appeler le Conseil de sécurité, le Conseil de paix. Mais pour devenir membre du Conseil de paix, il faut débourser 1 milliard de dollars. Donc vous comprenez par là qu'il a du mal à se départir de sa casquette ou de son profil d'homme d'affaires. C'est-à-dire pour lui, tout tourne autour de l'argent. Ce qui signifie, si les autres doivent disposer d'1 milliard de dollars, combien lui amène? Ah, combien lui amène? Voilà. Et en plus, il sera le seul à détenir le pouvoir de veto. Ah, il invite les autres. Il invite les autres. Il donne 1 milliard chacun. Et il est le seul à avoir le droit de veto. À ce jour, l'ONU compte plus de 198 États membres. Mais lui, il envoie l'invitation à 60 États. Et sur les 60 États, il y a à peine 16 ou 18 qui ont répondu. Et même ceux qui ont répondu à son invitation ne l'ont pas répondu de bon gré. Certainement, il y a des pressions. Ils ont répondu pour ne pas avoir Trump comme ennemi, mais plutôt mieux vaut l'avoir comme allié, partenaire ou allié. Mais c'est ici aussi qu'il faudrait rappeler ce que disait Henry Kissinger. Il dit, c'est très dangereux d'avoir les États-Unis comme ennemis, mais c'est encore fatal de l'avoir comme allié. Ah bon? Ah oui, c'est ce que Henry Kissinger. Comment ça s'explique? Ça s'explique du fait que quand on a un allié aussi puissant, vous n'existez presque pas. Vous comprenez? Et cela va nous amener à comprendre la lenteur des États-Unis d'Amérique, même par rapport au Rwanda. On va revenir au Rwanda. On va d'abord continuer sur cette lancée. Mais alors, finalement, nécessaire-t-il
part de la puissance américaine, est-ce que ce n'est pas un message qu'il lance au monde? Nous sommes très puissants, nous menons les jeux, nous vous invitons, venez au Conseil de paix. À ce stade, nul ne peut contester la puissance, je dirais même l'hyperpuissance américaine. Okay. Mais une puissance s'entretient. Parce que si les États-Unis sont parvenus à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale à se régir en hyperpuissance aux côtés de l'ex-bloc soviétique, il faudrait aussi dire que c'est aussi grâce aux différentes alliances et partenariats que les États-Unis ont noués à travers le monde. Il a fallu que les États-Unis aient un allié de taille, et c'est qui cet allié de taille? C'est l'Europe. Oui. C'est d'ailleurs grâce à l'Europe où l'on retrouve la plupart des États colonisateurs que les États-Unis d'Amérique auront un mot ou encore une parole à pouvoir dicter dans la politique africaine, oui, grâce aux États, la Grande-Bretagne, la France, la Belgique, le Portugal, différents États qui ont colonisé, et l'Espagne qui a colonisé aussi une bonne partie des États sud-américains. Donc, croire que les États-Unis d'Amérique ont été puissants par eux seuls, c'est aussi faire une lecture partielle. Okay. Voyez-vous? Parce que les États-Unis sont hyper puissants, mais ne peuvent pas prétendre aujourd'hui, dans la géopolitique telle qu'elle s'est vue aujourd'hui, ne peuvent pas se donner ce luxe-là de jeter en pâture ces alliances que les prédécesseurs de Trump ont eu à nouer, oui, et à entretenir, et que Trump, par sursaut patriotique, entre guillemets, puisse s'amener à nier ces différentes alliances. Je pense que Trump risque aussi d'être celui qui va sonner les glas, okay, de l'Empire américain. Ah bon? Parce qu'il y a un principe, c'est que tout empire périra. Okay. Il n'y a pas d'empire qui reste puissant pour l'éternité. Mais aussi, le périssement, la chute, la déconfiture des empires ne se fait jamais sans des signes annonciateurs, sans des signes avant-coureurs, sans des signes, sans des symptômes. Et l'arrogance, c'est aussi un des signes qui ne trompe pas. Parce qu'il paraît arrogant. Hein? Il n'a d'égard, Donald Trump n'a d'égard pour personne, si ce n'est que pour sa propre personne. Il va aller jusqu'à se moquer de l'œil du président français, jusqu'à publier les screenshots, son échange, les screenshots de son échange avec Emmanuel Macron. Voyez-vous? Ce qui signifie quelque part que pour la toute première fois, on a à la tête des États-Unis d'Amérique un président pour qui l'éthique et la déontologie, les protocoles, la diplomatie ne lui dit absolument rien. Tout ce qu'il fait, c'est d'abord pour lui. L'on prétend qu'il veut nous amener à la doctrine de Monroe, qui considérait qu'il faudrait d'abord considérer, qui pensait qu'il fallait d'abord considérer les intérêts de l'Amérique en premier. Mais aujourd'hui, Trump va un peu plus loin. Ce n'est pas que les intérêts de l'Amérique en premier, mais c'est seulement les intérêts de l'Amérique. Ah, c'est seulement les intérêts de l'Amérique. C'est-à-dire, on part... C'est l'impression que tu donnes, hein? On part de l'American First, to the American only. Oui. C'est-à-dire, de l'Amérique en premier, non. Maintenant, c'est l'Amérique seulement. Tout se fait pour l'Amérique. Tout se fait grâce à l'Amérique et tout doit se faire avec l'Amérique. Mais est-ce qu'au regard de l'actuelle configuration géopolitique, une telle tentative, un tel chantier peut-il aboutir lorsque nous avons en présence la montée en puissance des États comme la Chine? Oui. Il y a ce que Thucydide, ce qu'on appelle le piège de Thucydide. Thucydide fut un des tout premiers historiens grecs qui s'est intéressé à la vie des États. Et il évoque un principe considéré aujourd'hui comme sacré. C'est qu'à chaque fois qu'il y a émergence d'une nouvelle puissance, automatiquement il y a déchéance
de l'ancienne puissance. Ok. C'est-à-dire, lorsqu'une puissance émerge, une ancienne tombe. Une ancienne tombe. Et avant que l'ancienne tombe, on laisse souvent place à la confrontation. Ok. C'est toujours ce qui a été. Alors, pour être plus concret, en parlant des États-Unis et de la Chine, est-ce qu'un tel projet peut réussir aujourd'hui avec Donald Trump s'il pense que tout le monde doit se ranger derrière lui? Non. Parce que la Chine que Trump a connue en 2015, lors de son premier mandat, et la Chine qu'on a aujourd'hui, n'est plus la même Chine. La Chine monte. La Chine est montée. Parce que le grand retard que la Chine connaissait par rapport aux États-Unis d'Amérique, c'était dans le domaine militaire. Oui. Certes, aujourd'hui, on ne peut pas dire que la Chine a atteint les niveaux de la capacité, la puissance militaire comme les États-Unis d'Amérique, mais la Chine a avancé avec une vitesse de croisière que ça serait une erreur monumentale que de prendre à la légère la menace que la Chine peut représenter, mais aussi la menace que peut représenter une quelconque alliance entre la Chine et les États européens. Ce qui veut dire que les conseils de paix, tel qu'il est présenté, n'a pas été préparé. Il ne peut pas réussir. La préparation ici, c'est que même les décors n'ont pas été préparés. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vient avec un grand projet comme ça, il faudrait préparer les États à y adhérer. Il faudrait préparer les États à intégrer volontairement, en voyant aussi la protection de leurs intérêts nationaux. Mais qu'est-ce qui arrive? Avant que Trump n'évoque cette pensée de la création de ce conseil de paix, Trump s'est illustré en gangster sur le plan international. C'est un Donald Trump qui n'a de respect pour personne, qui parle d'une Europe vieillissante, alors qu'il aura besoin des États européens dans ces conseils de paix. Il va, manu militari, enlever le président vénézuélien Maduro, il l'amène en prison aux États-Unis d'Amérique, ce qui était inconcevable, parce que même lorsque le président Barack Obama parvient à débusquer Ben Laden, on s'arrange à ce qu'il ne vienne pas faire la prison. Pourquoi? Parce que on ne voulait pas aussi créer une zone, un foyer de tension avec les terroristes sur le sol américain. Donc, on s'est arrangé à le tuer et à jeter son cadavre très loin. Très loin. Voyez-vous? On n'a pas cherché à amener Saddam Hussein à venir faire la prison aux États-Unis. On n'a pas amené Kadhafi à faire la prison. Mais Trump... Il amène Maduro. Il amène Maduro sur le sol américain pour faire la prison. Alors qu'il n'a pas le mandat. Donc, une violation flagrante du droit international. C'est vrai que le droit international reste une fiction. Oui. Okay? Ça reste un rêve pour les États faibles. Les États puissants savent comment contourner ce droit international pour imposer leur volonté de puissance. Mais il aurait fallu à Donald Trump devenir un pacificateur, devenir un bon diplomate, faire comprendre aux uns et aux autres que la fonctionnalité des Nations Unies aujourd'hui est l'une des causes de la persistance des différentes crises internationales que nous connaissons aujourd'hui. Oui. Pour remédier à cela, voilà ce que moi je propose. En lieu et place de procéder à la réforme, moi je propose plutôt qu'on recourt à une alternative. Oui. Et cette alternative, voilà, c'est le Conseil de paix. Faire comme Woodrow Wilson avait fait lorsqu'il a pensé à la création des sociétés des nations. Oui. Faire comme les autres quand ils ont pensé à la création des Nations Unies en 1945, à la sortie de la guerre mondiale. Ça n'a jamais été le projet d'un seul individu. Okay. Il faudrait que ce soit un projet collectif. Trump devrait se trouver des partenaires. C'est vrai que c'est nous qui avons l'initiative, mais nous ne voulons pas avancer seuls. Ne fût-ce que par la forme. Oui, par la forme. Il n'a pas mis la forme. Hein. Non, non, mais au fait, Trump n'a d'égard pour personne. Qu'est-ce qui ne va pas dans sa tête? Il nombrilise le monde pour les réduire aux États-Unis d'Amérique. Voyez-vous? Tantôt, quand il parle de l'Iran, il apprend qu'il y a aussi une menace contre sa propre personne. Il dit, voilà. Mais j'ai dit qu'on efface l'Iran de la carte si on essayait de m'éliminer. Est-ce que vous pensez qu'avec un tel langage, l'on peut croire au fameux Conseil de paix? Lorsque son initiateur n'a jamais eu de mot de paix,
tout le vocabulaire qui sort de sa bouche ne sont que soit des menaces, et il appelle ça conseil de paix, soit des effacements, soit... Donc, il appelle ça conseil de paix. Tout à fait normal que sur les 60 invitations qu'il envoie, à peine 17, 16 ou 18 États qui ont répondu jusque-là. Et quand vous regardez la nature des États qui ont répondu, vous comprenez, soit c'est pour ne pas l'avoir en ligne de mire, soit c'est pour lui faire plaisir, soit c'est pour fuir d'autres soucis. Et quand il parle du président français qui a refusé d'aller vers le Conseil de paix, il dit il va venir bientôt, s'il ne vient pas, je vais monter la douane à 200%. D'ailleurs, bientôt, il ne sera plus au pouvoir. Il se moque d'Emmanuel Macron. C'est encore là l'erreur que Donald Trump est en train de commettre. On ne peut pas lui nier son statut de superpuissance. Mais il ne doit pas aussi oublier que les États ne vivent pas en autarcie. Les États vivent aussi, et essentiellement d'ailleurs, grâce à la coopération bilatérale et multilatérale. Le plus grand partenaire d'affaires des États-Unis, c'est l'Europe. Donc, croire que le fait d'imposer la taxe aux États européens ne frapperait que les États européens, c'est de croire qu'on peut lancer une balle de tennis et ne pas penser que cette balle vous revienne. Ouais. Ça, c'est encore une erreur stratégique que Donald Trump est en train de commettre. Mais aussi, lorsqu'on veut mener de telles réformes, lorsqu'on veut repenser, redessiner, reconfigurer la géopolitique mondiale, il faudrait se rassurer d'une chose. Bénéficier de l'accompagnement de votre opinion publique. Or, aujourd'hui, à l'heure où nous tournons cette émission, je peux vous rassurer que l'opinion publique américaine est divisée. Même au sein des républicains. Okay. Parce que on aurait compris on ne les comprend pas. Fasse des aménagements à l'extérieur. Mais faire des aménagements et à l'extérieur et à l'intérieur, sans tenir compte du respect des droits des individus, des droits des citoyens américains, vouloir les bafouer comme on bafoue le droit international, c'est-à-dire Trump est en train de se tirer une balle au pied. Okay. Avec sa fameuse police de l'immigration, dont on est tous en train de déplorer le comportement, la manière presque cavalière de procéder aux arrestations. Même au sein du Parti républicain, il y a des sénateurs, il y a des congressmen républicains aujourd'hui qui n'approuvent pas son approche. Ils estiment qu'il met en danger, il met en péril l'avenir des États-Unis d'Amérique. Et pour ça, les États-Unis d'Amérique sont maîtres en cela. S'ils estiment que Trump devient un danger, on va se passer de Trump. Il y en a qui commencent à se poser cette question. Il y en a déjà qui commencent à se poser la question. Vous remarquerez que les 2 dernières semaines, les curseurs tournent essentiellement aussi autour de son vice-président. Parce que certaines langues commencent à se poser la question. C'est vrai que le vice-président J.D. Vance est en train d'influencer Donald Trump, mais on se pose la question, est-ce que lui est-ce qu'il ferait les mêmes bêtises que Donald Trump? Est-ce qu'il ne serait pas bon de l'avoir lui à la place de Donald Trump? Donc Trump doit comprendre qu'il a la tête d'un État puissant, mais lui n'est pas puissant. On termine ce chapitre avant de revenir au Congo par rapport à une question. Est-ce le Conseil de paix, Nouvel Ordre Mondial, dont parle la Bible? Je disais au début de cette émission que je suis heureux de vous recevoir parce que vous êtes également pasteur. La Bible parle d'un nouvel ordre mondial qui pourrait arriver. Est-ce que ça commence avec Trump ou non? Je ne dirais pas que ça commence avec Trump, mais je pense que, pour ne pas faire du méli-mélo, au regard de différentes écritures eschatologiques, que ce soit dans Matthieu 24, Matthieu 25, que ce soit dans les livres de Daniel, que ce soit dans les livres d'Ézéchiel, que ce soit dans les livres d'Apocalypse, c'est vrai, la Bible prédit une fin de temps et il y a des signes précurseurs. Aujourd'hui, quand l'on regarde les avancées du point de vue technologique, mais aussi la pourriture humaine que nous devenons aujourd'hui, les mépris que nous avons vis-à-vis du bon sens, l'on se pose la question où va le monde.
Ça, c'est du point de vue moral, du point de vue technologique. Mais aussi, la Bible annonce que ces choses, cet avènement ou cette fin sera précédé par des guerres. Lorsque l'on voit le discours de Donald Trump, qui est un discours de vente à guerre. Il a changé son ministère de défense vers un ministère de la guerre. Hein. Vous imaginez? Lorsque vous regardez la Chine, la Russie, vous regardez le nombre d'États qui disposent des armes nucléaires aujourd'hui, le Pakistan, l'Inde, vous vous rendez compte que l'État d'Israël, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, nous sommes assis sur un brasier. Ouais. Il suffirait juste d'une seule étincelle pour que le monde s'enflamme. Et la crainte, c'est que pour une première fois, on a un chef d'État américain qui risque d'être le premier à appuyer sur le bouton nucléaire. Parce qu'il veut à tout prix gagner. Or, en politique, il faut apprendre aussi à concéder. À gagner, mais pas toujours gagner seul. Parce que quand vous gagnez seul face à l'autre qui a perdu, celui qui a perdu passera tout son temps à concocter un plan, une stratégie, comment faire un comeback et se venger. On voit les mouvements des troupes américaines vers l'Iran, vers le Moyen-Orient. Voilà. Et on se pose la question, mais c'est une préparation de la guerre, la troisième guerre mondiale, les gens parlent dans ce sens. Nous ne sommes pas trop loin de cette fameuse troisième guerre mondiale. Nous ne sommes pas trop loin. Parce que pour ceux qui lisent la Bible, ils comprendront que cette troisième guerre mondiale va coïncider aussi avec la reconstruction du troisième temple en Israël. Moi, j'ai eu le privilège de visiter l'État d'Israël. J'ai même visité ce qu'on appelle l'Institut du Temple. Oui, j'ai visité l'Institut du Temple, où vous avez les lévites modernes qui sont en train d'être formés, où vous voyez l'aménagement du plan de ces temples. Mais ces temples doivent être... Du nouveau temple. Du nouveau temple. Le plan existe. Le plan existe. Mais il attend quoi? Ben écoutez, parce que le temple ne doit pas être construit n'importe où. Il doit justement être construit à l'endroit, à Jérusalem, l'endroit disputé. Ah, ok. Là où se trouve le dôme. Oui. Ok. C'est là où doit se construire ce troisième temple. Donc, les sites où doit être construit ce temple est à la fois un site surveillé, considéré comme étant sacré par les juifs, par les chrétiens et par les musulmans. Vraiment? Voilà. Les musulmans aussi? Évidemment. Évidemment. C'est comme ça que lorsque Trump arrive, il fait tout pour ramener ces Trump. En fait, il y a une vérité que beaucoup ne savent pas. La politique étrangère américaine, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, a des concepteurs. Et ces grands concepteurs ne sont pas américains. Ce sont les lobbies, c'est les lobbies juifs. 65% des secrétaires d'État américains de ces dernières années sont soit d'origine juive, soit placés grâce au lobby de l'AIPAC. L'AIPAC qui est le grand lobby juif aux États-Unis d'Amérique, qui influence énormément la politique étrangère américaine. Ce qui fait qu'aujourd'hui aussi, on est même en train d'accuser Donald Trump d'être la marionnette. Voilà pourquoi je disais, il a la tête d'un État puissant, mais lui n'est pas aussi puissant que son État. D'être la marionnette? La marionnette de l'État d'Israël. Donc il faut que les États-Unis soutiennent tout ce qui... Il doit soutenir. Voyez-vous, il doit soutenir. Il peut s'opposer en public à Benjamin Netanyahou, mais il sait dans les coulisses comment ça se passe. Il n'y a rien que l'on fait sans consulter l'autre. Vous avez vu la preuve lors de la guerre de 12 jours, lorsque l'Iran attaque par surprise l'État d'Israël. N'ait été l'intervention de Donald Trump. Israël aurait subi des dégâts énormes. Il a fallu que Trump sorte ses F-35 pour aller sauver l'État d'Israël. Parce que grâce à l'ingénierie, c'est ce que je disais tantôt, quand un État a beaucoup subi, il s'est recroquevillé.
il va en hibernation. Et il est en train de concocter une stratégie pour se relever. C'est ce que l'Iran a fait. Aujourd'hui, l'Iran est l'État de cette partie du Moyen-Orient, l'État qui compte le plus grand nombre d'universitaires. L'Iran compte le plus grand nombre de femmes ingénieurs. L'Iran, plus de 55% des diplômés universitaires iraniens ont un cursus dans l'ingénierie. Vous voyez la menace qu'il constitue pour l'État d'Israël. Et donc, l'État d'Israël serait ravi d'avoir un Donald Trump à la tête des États-Unis d'Amérique parce qu'il ne serait pas hésitant comme l'a été Barack Obama, il ne serait pas hésitant comme l'a été les précédents, Joe Biden. Voilà, les prédécesseurs, Joe Biden. Trump vit dans un environnement presque judaïsé. Ok. Vraiment judaïsé. Maintenant, on revient à ces menaces pour prendre Groenland. Même si les Français se sont opposés. Pas seulement les Français, les Européens. Ouais, Mais néanmoins, Macron a été le seul chef d'État, à monter au créneau pour dire il n'en est pas question. Il a dit tout haut, c'est que tout le monde dit tout bas. Je n'apprécie pas la politique de Macron, mais je pense que aussi grâce à cette opposition, Trump s'est vu obligé de faire... Même si Trump se moque de lui, il se moque de son œil, il divulgue le verbatim de son échange avec ça, lui. C'est le jeu de la politique, c'est le jeu de la diplomatie. Il faut se moquer. On peut se moquer de son adversaire. On peut se moquer de son adversaire, chercher à les titiller, mais cela n'annule pas l'impact des actes et des propos que tient votre adversaire. Alors, pour revenir à la crise entre la RDC et le Rwanda, est-ce que Trump n'est pas en train de desservir la RDC dans la mesure où il menace de prendre Groenland alors que le Rwanda occupe deux grandes villes en RDC? Est-ce que le Rwanda ne pourrait-il pas dire aux États-Unis, mais je fais ce que vous faites? Mais est-ce qu'il faut parler de desservir? Est-ce que Trump calcule la RDC? Dans son cahier de charges, en termes de priorité, quelle place occupe la RDC? Ce qui préoccupe Trump, ce sont les minéraux de la RDC. Il n'y a pas que le Rwanda qui suivrait l'exemple. La Chine aussi pourrait dire, alors je pourrais moi aussi faire la même chose pour récupérer Taïwan. Poutine pourrait aussi dire, moi aussi je vais faire la même chose pour récupérer une partie de l'Ukraine. Voyez-vous, le Maroc et l'Algérie pourraient aussi se lancer. Bon, on va récupérer les fonds, cette partie que nous disputons. Finalement, Trump n'apporte pas la paix. Trump n'apporte pas la paix parce qu'il ne tient pas compte de ce qu'on appelle la notion de l'exemplarité. L'exemplarité. Du précédent. Quand vous faites, posez-vous la question si les autres risquent de le faire. Et si les autres faisaient ce que vous répétaient ce que vous faites, s'ils imitaient ce que vous faites, à quoi ressemblerait le monde? Trump ne se pose pas ces questions. Mais aussi, pour revenir au cas de la RDC, les autres peuvent considérer cela comme étant un modèle. La difficulté serait du fait qu'il y ait un accord qui a été signé. Oui. Et vous rappellerez que sur ces plateaux, je n'avais cessé de fustiger, de dire que cet accord a été mal pensé. Nous avons sorti le gros arsenal pour une crise qu'on aurait pu résoudre par d'autres moyens. On n'était pas obligé d'aller proposer nos minéraux. On est allé vers voilà. Le point culminant. On est allé vers le point culminant. Alors qu'il y avait possibilité de faire autrement. D'où le Rwanda peut se servir de cela comme exemple. Mais aussi, certains Congolais se posent la question, si Trump peut aller au Venezuela, débusquer Maduro, il peut aller en gangster au Groenland, occuper le Groenland, pourquoi il ne va pas aussi faire la même chose? Faire la même chose. Ah oui, justement, les Congolais souhaitent que les États-Unis capturent le président rwandais Paul Kagame. Parce que jusque-là, nous n'avons jamais évalué les profondeurs des relations ou du parrainage que le Rwanda bénéficie des États-Unis d'Amérique.
Vous vous rappellerez que je vous ai dit ici que chaque nouveau locataire de la Maison Blanche qui arrive à la tête des États-Unis essaye de s'accommoder, de contextualiser, de pouvoir amener quelques amendements dans la politique étrangère de son État, mais cette politique étrangère reste la même. Au contraire, l'acharnement que Trump témoigne vis-à-vis de Groenland devrait nous faire voir la place que les minéraux occupent aux yeux de Trump. Ce qui signifie, quelque part, nous avons le malheur d'avoir... Ce n'est pas une zone glaciale, Groenland? Évidemment, c'est une zone glaciale, mais aussi qui a des minéraux... des terres rares dont on a besoin. Mais aussi du point de vue géostratégique, parce que celui qui occupe le Groenland en premier, entre la Chine et la Russie, c'est-à-dire il y a une sorte de triangle, la Chine, les États-Unis et la Russie. Voilà pourquoi Trump dit, si nous n'occupons pas le Groenland aujourd'hui, la Chine va l'occuper. Pourquoi? Parce que Trump s'est rendu compte que les États-Unis ont accusé un grand retard par rapport à la Chine, surtout dans différents contrats que la Chine a signés avec les États africains en termes pour l'exploitation de leurs minéraux. Voyez-vous? Donc, ce Groenland comporte des terres rares dont les Américains ont besoin pour leurs industries, mais aussi par rapport à la géostratégie. C'est un pôle qu'il faudrait évidemment occuper. Mais est-ce que les États-Unis ne sont-ils pas affaiblis pour revenir au cas RDC Rwanda? Ne sont-ils pas affaiblis? Qu'est-ce qu'ils vont dire au Rwanda en tant que garant de cet accord de paix qui a été signé? Non, d'abord, il faut savoir que les États-Unis n'ont rien à dire. Ils n'ont des comptes à rendre à personne. Ils n'ont des comptes à rendre à personne. Ils n'ont des comptes à rendre à personne. Ils n'ont des comptes à rendre à personne, ni au Rwanda, ni à qui que ce soit. Médiateurs qu'ils sont. S'ils veulent débusquer les troupes rwandaises, ils le feront. S'ils veulent, oui, ils le feront. Comme ils ont demandé au Rwanda de se retirer. Déjà, il y a un mauvais. Justement, ça c'est encore quelque chose qui devait nous éveiller. Pourquoi Uvira? Pourquoi Uvira? Et pourquoi Uvira tombe après l'entérinement des accords? L'entérinement de ces accords. C'est pour dire quelque part qu'on ne doit pas être trop dupe. Il faut que le Congolais soit lucide. Qui est ces fous qui s'aventureraient à occuper Uvira après que les accords aient été signés? C'est une question très importante. Hein? Parce qu'on signe, Uvira tombe, et on demande de libérer Uvira, il libère Uvira. La question ne serait plus sur le sort d'Uvira, mais plutôt sur le sort des autres villes. Goma, Bukavu et tout le reste. Parce que c'est à peine que je viens d'occuper Uvira. Oui. Vous me demandez de libérer. Sors de cette chambre. Oui. Sortir de cette chambre signifie tu peux te balader dans toute la maison. Ok. Tu peux faire ce que tu veux dans la cour. Ok, mais pas ici. Mais pas ici. En d'autres termes, le même qui me demande de quitter ici peut aussi me demander de quitter là-bas, mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Vous comprenez? Notre malheur, c'est de croire... Ah, mais comment comprendre ces choses, professeur? Notre malheur, c'est de croire que notre délivrance viendrait d'ailleurs. Notre malheur, c'est de laisser les autres réfléchir à notre place. Notre malheur, c'est de ne voir que la partie émergée de l'iceberg. Oui, mais le temps qu'on laisse passer là, il sert à quoi? Le temps qui passe. Parce qu'on a libéré Uvira, Bukavu et Goma reste occupé. Mais on ne fait pas la même pression. On ne fait pas la même pression. Au contraire, on nous propose la voie des négociations. Donc, quand tout le monde a jubilé pour Uvira, moi j'ai dit ça, c'est un piège. Ok. Tu me demandes de sortir de cette chambre. Non, tu n'entres pas dans cette chambre. Sors de cette chambre. Pas sors de chez moi, mais sors de cette chambre. Mais la chambre n'est qu'une des composantes de la maison que j'occupe légalement. Donc, si tu dois exercer cette pression sur moi, il serait convenable que tu l'exerces pour me pousser à sortir de toute la maison et aller dans la rue. Oui. Parce que ce serait une façon de consacrer l'occupation du salon, qui hier était illégal, continue à être illégal évidemment, mais aujourd'hui,
C'est comme une consécration tacite. Tacite. Voilà pourquoi. Vous m'autorisez à rester à Goma et à Bukavu. Voilà. Vous me demandez de quitter Ouvira. Oui, j'ai quitté Ouvira, mais vous m'avez laissé à Goma et Bukavu. Voilà. Maintenant, je dois me poser la question. Pourquoi vous avez occupé Ouvira? Ah, pourquoi? Juste après la signature de l'accord. Pourquoi vous n'avez pas continué après Ouvira? Parce que Ouvira, c'était le verrou. Oui. Ouvira, c'était le verrou. La voie vers le Grand Katanga. Vers les Grands Katanga. Pourquoi vous n'avez pas avancé? Donc, je pense qu'il faudrait de temps en temps que les stratèges congolais se donnent ces exercices-là. Là, nous sommes le 26 janvier. L'Union africaine est en train de mettre en place une feuille de route qui devrait normalement nous conduire vers le dialogue inclusif. On ne demande pas aux troupes rebelles de libérer. En fait, la question qu'il faut se poser, qu'est-ce que l'accord du point de vue sécuritaire qu'est-ce que l'accord a nous rapporte? Les États-Unis savent une chose, que personne ne va nier leur signature. Personne ne va se dédire. Au moins, ils ont l'avantage que la Chine n'aura plus le droit sur ces minéraux, la Russie n'aura plus le droit sur ces minéraux, parce que nous avons déjà signé un accord avec les États-Unis d'Amérique. Mais ce que nous attendions d'eux, comme soutien sécuritaire, c'est là où se posera le problème. Est-ce qu'ils vont venir? Est-ce qu'ils vont envoyer des troupes? Quelle pression vont-ils mener pour faire partir les troupes rwandaises du sol congolais? Quel sort faut-il réserver au mouvement rebelle? Ainsi de suite. Comment traiter toutes ces questions? Alors que Kagame a sorti une vidéo qui est revenue sur la toile, où il parle pratiquement des territoires qu'il doit annexer au Rwanda. Nous l'avons cessé de le dire ici, que c'était une... je l'ai dit plus d'une fois ici, ne voir que le pillage était une lecture partielle. Le pillage, c'est conjoncturel. Au fait, le Rwanda surfe sur le vide. Il pille. Mais le Rwanda a un problème congénital D'espace. En 86, c'est le président Habyarimana qui, entre les lignes, le fait comprendre au maréchal Mobutu. En 95, je crois, 95-96, c'est le président, pasteur Bizumungu, qui l'a dit. James Kabarebe l'a dit, et Kagame l'a dit aujourd'hui. Pour nous, c'est normal. Nous sommes conscients, même s'il ne le disait pas, pour un État sérieux, même s'il ne le disait pas. Quand vous avez des voisins qui ont une maison de 3 chambres, qui ont un espace, disons, de 10 mètres carrés, mais vous voyez les voisins s'acheter 2 grands camions, vous devez vous poser la question, le deuxième camion passera nuit où? Et que dans l'entretemps, vous vous occupez un espace de 100 mètres carrés. Donc vous devez déjà vous dire que, si pas aujourd'hui, demain, le voisin, pour pouvoir sécuriser son camion, soit il vous demandera, soit il amènera des forces chez vous. Et pour éviter cela, vous devez soit clôturer, là c'est pour les parcelles, parce qu'un État n'a pas besoin de clôturer, soit vous clôturez, soit vous faites comprendre aux voisins, si vous amenez votre camion ici, il devient le mien. Si vous l'amenez, il devient mien. Que doit-on faire dans ces conditions-là? Dans ces conditions-là, nous devons faire ce qu'un État doit faire au quotidien. Qu'est-ce qu'un État fait au quotidien? Il réfléchit. Un État ne s'arrête pas de réfléchir. Un État ne s'arrête pas de réfléchir. C'est ça un État stratège. Nous devons continuer à réfléchir. Nous avons espéré que l'accord allait apporter des résultats du point de vue sécuritaire. Nous nous rendons compte que l'emphase est plus, le curseur est plus placé sur l'aspect économique, appelé sécuritaire. Sur l'aspect sécuritaire, nous sommes obligés de continuer à nous battre par nous-mêmes. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire maintenant que tous les États africains, tout le monde, vous avez vu, le président a été dernièrement reçu par le président français.
il parle d'une résolution pacifique. L'Angola, tout le monde parle presque du dialogue. Ce sont les mêmes mots qui reviennent pratiquement. C'est les mêmes mots. Ambroise, vous vous souviendrez après la chute de Goma, ici sur ce plateau, je vous avais dit qu'il faudrait qu'on commence déjà à penser comment dialoguer. Oui. Dans un premier temps. Oui. Juste là, après, je crois 3-4 jours après, nous avons fait une émission ici. Pourquoi? Parce que la débâcle de Goma, c'est d'ailleurs les termes que j'avais utilisés, a prouvé que notre armée avait un sérieux problème. Goma était une ville surmilitarisée. Il était presque difficile que Goma soit aussi prenable. Mais la facilité avec laquelle Goma a été pris, ça prouve qu'il y avait un malaise. Ça prouve qu'il y avait un sérieux problème au niveau de notre commandement. Quoi de plus normal que la plupart de ces anciens commandants soient aujourd'hui arrêtés. Donc notre armée accusait déjà de faiblesse. Et pour cela, pour éviter, les dialogues devaient être un raccourci pour arrêter l'hémorragie et penser une riposte stratégique à moyen terme. Le dialogue dont on parle actuellement, c'est lequel? Avec le Rwanda ou avec les Congolais entre eux? Alors, avec le Rwanda, on a dialogué, on a eu l'accord de paix. C'est ça maintenant. On ne demande pas de dialoguer avec le Rwanda. On demande maintenant de dialoguer. On parle du dialogue inclusif. On ne va pas faire le dialogue inclusif avec le Rwanda. On ne va pas faire asseoir l'opposition non armée, le pouvoir, la société civile et avec le Rwanda. Non, non. Les Rwandais ne voudront pas accepter. Ils vont dire que c'est un problème. Mais comment l'obtenir lorsque le Rwanda actuellement, officiellement, confirme sa collaboration avec le M23, l'AFC? C'est que le Rwanda niait auparavant. Pour vous, c'est une nouveauté? Ambroise, est-ce que les différents rapports des Nations Unies ne l'ont pas dit? Nous devons choisir nos victoires. Ok. Nous devons vraiment choisir nos victoires si nous voulons être pris au sérieux par les autres. Le fait que le Rwanda reconnaisse son implication dans les M23, ils ont parlé de la collaboration, je crois. C'est le mot qu'ils ont employé. La coordination sécuritaire. Non, non, pas coordination. Collaboration sécuritaire. Ouais. Parce que les mots sont très importants. Ah, ok, très bien. Je crois qu'ils ont parlé de la collaboration. Coopération ou collaboration. Something. Mais pas nouveau. Le président de la République n'a cessé de le dire. Donc, ce n'est pas une raison pour nous de jubiler. Mais la grande question, c'est de se poser. Pourquoi ils le disent maintenant? Ah oui. C'est quoi leur intention? Pourquoi ce changement de narratif? J'ai voulu réfléchir là-dessus, mais je n'ai pas encore répondu à la question. Non, je n'ai pas répondu, je n'ai pas réussi à répondre à la question. Déjà, pourquoi ils le disent maintenant? Pourquoi ils le disent maintenant? Pourquoi ce changement de narratif? Qu'est-ce qu'ils veulent insinuer là? Au lieu d'aller vite jubiler en disant ils ont reconnu. Non. Ce que nous voulons appeler une victoire diplomatique peut être un piège qui nous emploie. Parce que si le Rwanda reconnaît sa collaboration avec les M23, cela voudrait aussi dire que nous ne faisons pas la guerre à Nanga et à ses troupes. Nous faisons la guerre. Ceux qui nous font la guerre, ce n'est pas Nanga et ses troupes, mais c'est le Rwanda. Le Rwanda. Maintenant, quand un État fait la guerre à un autre État, comment réagit l'État victime? Ah, comment réagit l'État victime? Donc, la réciprocité? Ah, évidemment. On convoque les deux chambres. Ok. Maintenant. Donc, il faut se poser la question, pourquoi il est dit maintenant? Alors, pour revenir au dialogue inclusif, on ignore l'accord qu'il y a entre le Rwanda, l'AFC et le M23. On ignore cet accord entre eux. Qu'est-ce qu'ils se disent? Comment ramener les Congolais qui sont dans cette coalition rebelle autour de la table, pendant qu'on ignore ce qui se sont dit entre eux? Qui se sont dit? Le Rwanda, l'AFC et le M23. Il y aurait certainement un accord entre eux. Évidemment. Évidemment, il y aurait un accord. On va faire comme on a fait l'autre fois, avec les RCD, qui étaient soutenus par le Rwanda, avec l'Ouganda, qui était soutenu par... les MLC. Les MLC qui étaient soutenus par l'Ouganda, avec les RCD KML. On fera la même chose. Nous, on va dialoguer entre nous. C'est à eux
d'échapper à l'empaillage. Ok, ok. Ok? Parce que on ne va pas s'asseoir en famille et inviter le Rwanda. Non, ce n'est pas faisable. Mais quand on a fait autrefois, on s'est retrouvé dans ce qu'on appelait mixage, braxage, qui a encore désarticulé l'armée. J'ai suivi un congressman à la Chambre des représentants, c'est Johnny, oui, quelque chose comme ça, qui a même proposé carrément qu'on intègre les combattants M23 au sein de l'armée, qui selon lui est une solution. Ce qui m'étonne, c'est plutôt le fait qu'un congressman américain ait déjà un plan. Un plan, oui. Mais nous continuons à débattre. Ah, ok. Pourquoi est-ce qu'on procède au mixage? Faisons le réalisme. Plongeons dans le réel politique. Les mixages, les brassages, ce ne sont pas des cadeaux qu'on donne aux belligérants. On se voit obligé de recourir au mixage et au brassage lorsque l'État n'a pas été à même de s'imposer par la force. Okay. Les rapports de force. Évidemment. Et cela arrive souvent avec la bénédiction des États, de la communauté internationale. Ok, ok. Parce qu'après Moba 1, Moba 2, après la guerre de Chaba, il n'y a pas eu mixage. Rappelez-vous même qu'on a parlé des gendarmes katangais. Après la sécession, la plupart sont allés se réfugier en Angola. Il n'y a pas eu mixage. Mais on nous a obligés les mixages parce que l'on se rend compte que l'État, reconnaître sa faiblesse ne doit pas être un drame. Ah, ça fait mal, hein? Ça fait mal, évidemment, mais on n'a pas de choix. On n'a pas de choix. La seule façon pour nous d'éviter les mixages, c'est d'écraser ces troupes rebelles. Ouais. Ah, la seule façon. La seule façon. Aussi longtemps qu'on ne sait pas les écraser, eh bien, ils viendront avec leur cahier de charge. Nous sommes arrivés à la fin. C'est tellement important. J'aurais voulu encore vous garder là. J'ai débordé. On m'a fait signe à la régie. À moins qu'il y ait un mot de la fin pour ce soir. Le mot de la fin, c'est aimons notre pays. Aimer son pays, c'est réfléchir sur son pays. Ouais. Il n'est pas normal que tout le monde ait un plan de sortie, sauf nous. Non. Nous devons sortir du conjoncturel. Vous comprenez? Nous devons sortir du conjoncturel. Nous devons penser à moyen et à long terme. Nous devons, autant nous prions tous les jours pour notre pays, autant nous devons réfléchir tous les jours. Quels sont les différents scénarios? On va au dialogue, ok. Et si jamais en plein milieu du dialogue, on ne s'attend pas, qu'est-ce qui arriverait? Comment faire? Si on va au dialogue, quel sort réservé au mandat du président de la République? Si jamais on va au dialogue, quelles pourraient être les revendications? Quelles pourraient être les revendications de l'opposition politique? Il faut déjà chercher à tâter les terrains pour savoir qu'est-ce que l'opposition politique non armée pourrait revendiquer. Qu'est-ce que Nanga pourrait revendiquer? Pourquoi? Parce que les rebelles peuvent revendiquer autre chose lorsqu'ils occupent. Mais une fois qu'ils viennent à la table de négociation, ils peuvent apporter d'autres revendications qu'ils n'ont jamais évoquées. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se protéger, et ainsi de suite. Donc nous devons cogiter et réfléchir. Merci beaucoup, professeur Dr Silas Mimile Makango. Nous rappelons que vous êtes professeur à l'Université pédagogique nationale, expert des questions liées à la géopolitique et à la géostratégie. Vous êtes consultant international et pasteur également. Pasteur. Écrivain, auteur de plusieurs livres. Merci. Merci d'avoir été sur ces plateaux des tables rondes. On passe vous retrouver encore prochainement lorsque les besoins se feront sentir. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, je pense que vous avez aimé cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On va vous retrouver prochainement pour d'autres numéros des tables rondes. Au revoir.